Alors, je vais commencer cette conférence d'une façon un peu romantique, disons pompeuse. Je m'inspire des sièges et je dis qu'est-ce que l'épargne? Je vous réponds tout de suite, c'est tout. Et quand je dis tout, je ne me limite pas uniquement aux infrastructures, aux capitaux installés dans les entreprises, aux écoles, aux universités, à ceux qu'on a dans la maison, aux maisons où l'on habite. Non, j'inclus aussi là-dedans les capitaux humains, ce fameux capital social dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais également, et c'est là où je mets aussi les points sur les i, j'ai inclus aussi les institutions que nous utilisons. Sans l'épargne, nous n'avons pas de civilisation telle qu'on connaît aujourd'hui. C'est impossible. Qu'est-ce que l'épargne a été jusqu'à maintenant dans la macroéconomie moderne? Mais rien. Il n'apparaît pratiquement pas. Tout simplement comme formation brute du capital fixe, ce qui est dérisoire. Je vais vous montrer après, dans les calculs des comptes nationaux. Qu'est-ce que nous, Autrichiens, demandons? Mais qu'il soit quelque chose. Mais le centre même de l'analyse macroéconomique, fondée sur des principes microéconomiques, autrichiens évidemment. Pourquoi la macroéconomie moderne, elle ne fait pas attention à l'épargne? Mais évidemment à cause des Keynes. J'aurais pris un peu ces formules, je n'ai pas pensé à faire un PowerPoint, excusez-moi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais rien démontrer en termes mathématiques. J'ai tout mis ici dans le tableau, et rien ne va changer, d'accord? Bon, pour Keynes, il commence son livre, La théorie générale, en disant que le revenu d'une nation est égal aux dépenses en consommation. Je mets l'accent sur dépenses et pas sur consommation effective. Sur dépenses en consommation, dépenses en investissement, dépenses publiques et évidemment le solde de la balance commerciale. Jusque-là, les néoclassiques marginalistes et les marshalliens, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait marginalistes, nous n'avons pas vraiment de problème. On peut l'accepter, c'est bon. Il donne ses identités, épargne, S égale investissement, taxe égale dépenses publiques, importation égale exportation. Là aussi, je dirais que les néoclassiques n'auraient pas beaucoup de problèmes. Pour les néoclassiques, ce sont des identités mathématiques, vraiment. Ok, aucun problème. Keynes, après, il suppose consommation égale une consommation autonome, qui aura toujours lieu, plus une consommation dépendante du revenu. Donc le petit c, c'est la proportion du revenu qui est consommé. Et après, c'est là que les choses commencent à dégringoler chez Keynes. Donc il suppose d'abord toute une économie qui est néoclassique, disons, et après il dit, mais il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle ce que lui il appelle une loi psychologique fondamentale. Donc il a trouvé une loi psychologique, je ne sais pas comment, mais bon. En quoi ça consiste la loi psychologique fondamentale? Si on gagne plus, on consomme moins et on épargne plus. C'est peut-être vrai pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Donc ce n'est pas une loi. C'est empirique. Vous connaissez peut-être des gens qui touchent plus d'argent, ils dépensent tout. D'autres gens qui vont épargner plus. Mais ce n'est pas une loi. Lui, il dit que oui. Donc la propension marginale à consommer sera une fonction négative du revenu. Plus on gagne, moins on va consommer. Tandis que la propension marginale à épargner est une fonction positive du revenu. Et alors, il nous donne on peut arriver à ce processus keynésien. Si les revenus augmentent au temps zéro, la propension marginale à épargner augmente aussi, mais celle à consommer diminue. Ce qui implique quoi? Voilà, pour Keynes, épargne, taxation et importation sont des fuites des liquidités du système. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui sort du système économique. Tandis que les injections J sont investissement, dépenses publiques et exportation. C'est de l'argent qui entre dans l'économie. Vous voyez, pour les néoclassiques, cela n'est pas vrai du tout. Puisqu'il s'agit des identités, il n'y a pas ni fuite,
ni injection, l'argent, les liquidités restent dans les systèmes. Elles changent de main, c'est tout. Pour Keynes, par contre, non, ce n'est pas vrai. Elles sortent du système. Donc, il dit, voilà, si la revenu augmente, la propension à consommer, épargner augmente, à consommer diminue, et donc les fuites des liquidités du système augmentent et deviennent supérieures aux injections. Ce qui implique alors quoi? Mais pourquoi on va avoir des fuites plus élevées? Parce que les entrepreneurs, ils sont mus par des esprits animaliers. On ne comprend pas. Ils regardent, ils voient que les gens consomment moins, et donc ils investissent moins. Ils épargnent plus, mais ils investissent moins. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On casse l'identité. Épargne, investissement chez Keynes. Lui, il reprend tout simplement une théorie du 19e siècle, de Simon de Simondi et Silvio Gesell, qui disait exactement ça. Pas tout ce qu'on épargne sera investi après. Donc il y a un problème, parce qu'il y aura moins de ressources circulant dans l'économie. Alors, les revenus vont baisser, donc s'il y a moins de ressources dans l'économie, et là on aura une inversion. La propension à épargner diminue, celle à consommer augmente. Ah, remarque, ce sont les fuites qui vont bouger, pas les injections. Les fuites vont baisser jusqu'à égaliser les injections et nous obtiendrons un revenu au temps 1 plus bas que le revenu initial. Donc on aura un équilibre dans l'économie, mais avec un revenu plus bas. Voilà la théorie keynésienne. Mais on peut dire une chose, c'est très simple. C'est vrai, on peut dire, c'est vrai, ok, on admet, peut-être aujourd'hui les épargnes n'entreront pas dans les systèmes en tant qu'investissement, mais éventuellement elles vont entrer. Pourquoi? Mais il y a une chose que Keynes ignore tout le temps dans la théorie générale. Le coût d'opportunité, ces coûts d'opportunité, ces concepts qui ont été développés, qui ont été, disons, conçus par Friedrich von Wiese et qui a été développé après par l'Autrichien anglais Philip H. Wicksteed et par Davenport aux États-Unis. Le coût d'opportunité, c'est pratiquement ce qui régule nos vies. Tout le temps, quand nous faisons nos choix, nous prenons en compte ces coûts d'opportunité. Peut-être pas parfaitement, mais on les prend en compte. Et donc la question c'est si j'épargne et je n'ai fait rien avec l'argent, mais les coûts d'opportunité sera implacable. Les coûts de retenir cette richesse augmentent. Pourquoi? Parce qu'on va voir que justement, les facteurs vont baisser des prix, l'économie entre une petite récession peut-être, et donc je pourrais faire de l'argent en entrant dans les systèmes, achetant pas cher, pour après vendre plus cher. Comme n'importe quel spéculateur le fait. Et alors, Keynes, qu'est-ce qu'il va dire là? Nous, parce qu'en réalité, on ne va pas vraiment investir, parce que les spéculations, c'est pas ça. Mais comment c'est pas ça? Les spéculations, c'est exactement ça. Les spéculations, c'est je prends l'argent, ok, je ne veux pas peut-être acheter des biens réels, je vais acheter des actifs, par exemple. Oui, mais il doit y avoir forcément quelqu'un prêt à me vendre ses actifs. Et alors, le choix retombe à nouveau sur cette personne. Va-t-elle consommer ou épargner? Jusqu'à un moment donné, le processus va se finir et la personne doit consommer effectivement ou alors épargner et investir. C'est simple. Keynes dit non, c'est pas ça comment on va spéculer. La spéculation, en réalité, se passe par la thésaurisation. Consommation finale, donc c'est bon, on ne peut pas bien voir ici, mais je vous donne la VO. C'est l'usure d'un bien, tout simplement en termes matériels, qui après se transforme dans ça consiste dans l'usage d'un bien sans effet productif ultérieur. Donc, c'est comme le professeur Filleul vous a dit avant, la consommation est utile. On cherche à qu'elle soit utile. On cherche, parce que justement, nos actions prennent du temps. Peut-être on se trompe, mais on cherche à qu'elle soit utile. Donc, mais elles ne seront pas productives. Oui, parce qu'on va détruire les biens en question. C'est ça la consommation. Quand je mange, il n'y a plus de nourriture après. Quand j'utilise ma voiture, et si je ne l'envoie pas au garage de temps en temps, mais elle va aussi se détruire au bout du temps. Pareil pour un tableau.
Et donc, nous avons soit la satisfaction, si on réussit notre action, si effectivement l'usage du bien correspondait bien à nos fins, ou alors un gaspillage. Je me suis trompé. Donc, il y a une dimension matérielle de productivité de l'usage, ou utilité si vous voulez, et effet de l'usage. C'est tout. Voilà. La consommation finale, c'est destruction des biens. Soit utile, ou alors on a un gaspillage. C'est utile, hein. A priori, c'est utile, mais ce n'est pas productif. L'épargne, bon, l'investissement plutôt, voyons, c'est quoi? C'est l'usure d'un bien pareil, hein, mais avec un usage productif ultérieur. C'est-à-dire, il y a un effet productif ultérieur. On détruit un bien, on le transforme, on va provoquer une usure dans ces biens pour les transformer soit dans quelque chose de plus productif qu'avant, en termes d'utilité, ou plus satisfaisant. C'est bon, c'est fini. Dimension matérielle, utilitaire et effet de l'usage. Donc, est-ce qu'on peut avoir des thésaurisations? Alors, la thésaurisation monétaire, par exemple, c'est le retrait des encaisses monétaires de l'économie. On va prendre de l'argent, on va le retirer de l'économie. C'est-à-dire, on ne va pas le dépenser en quoi que ce soit, bien de consommation ou bien de production. Là, je me remets à quelqu'un qui n'était pas autrichien, mais qui était sympathisant autrichien, c'est Jacques Rueff. Il dit, ce n'est pas un problème, parce que ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat de la monnaie en circulation va augmenter, il y aura une déflation des prix. Alors, ceux qui retiennent la monnaie, on introduit coût d'opportunité à nouveau. Combien de temps pourront-ils résister? À un moment donné, les coûts d'opportunité sera intenable et ils vont revenir au marché. Bon, on ne peut pas bien voir ici. Coût d'opportunité de la thésaurisation augmente. Si ils veulent vraiment retirer la monnaie du marché, c'est-à-dire la brûler, par exemple, à la Gainsbourg, mais il n'y a aucun problème, c'est de la consommation. C'est simple. Soit on consomme, soit on épargne, on investit. Mais il n'y a pas un chemin du milieu, ça n'existe pas. Pour la thésaurisation réelle, c'est-à-dire des biens, c'est pareil. Retrait des biens de l'économie, ça résulte un pouvoir d'achat des biens en circulation qui augmente, une inflation des prix. Alors ceux qui retiennent des biens commencent à être tentés par leur coût d'opportunité, ou alors s'ils veulent effectivement le retirer du marché, par exemple, j'aime vraiment le Van Gogh que j'ai acheté, et je ne veux pas le remettre en vente. C'est de la consommation. Je vais tous les jours, je le regarde. Et si je ne fais rien pour le maintenir, bon, il va devenir rien après.